On a deux grands types de motivation en nous. Les premiers types de motivation, qui sont des ressources extraordinaires qu'on garde jusqu'en fin de vie, sont ce qu'on appelle les motivations durables et profondes, qui sont des motivations inconditionnelles. C'est ce qu'on appelle le tempérament. Et en biologie, on appelle ça l'empreinte. L'empreinte, en biologie. Ces motivations se fondent et se forment en nous dans la toute petite enfance. Alors, il y a tout un procédé, je n'ai pas de papier pour l'expliquer, on va voir tout à l'heure. Mais comment les reconnaît-on? Ce sont les motivations, des choses qui nous motivent, parce que ce qu'on adore là-dedans, c'est faire la chose. Et le résultat n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est j'aime faire la chose et en le faisant, je me ressource. Moi, j'adore faire de la compétition de tennis. Je suis toujours le dernier, mais ça n'a aucune importance. J'adore faire de la compétition. Voyez-vous, le résultat n'est pas l'important. C'est la chose qu'on fait, et quand on le fait, on a des étoiles dans les yeux, et quand on en parle, on est enthousiaste, etc. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle les motivations profondes. C'est d'une richesse incroyable, et remettre quelqu'un dans une réorientation professionnelle, un jeune face aux études, soi-même face à des choix à faire dans la vie, essayer de retrouver ces motivations profondes, je vous assure, c'est un trésor, c'est fabuleux. Et à côté de ça, nous avons ce qu'on appelle les motivations conditionnelles. Alors là, on en a tous, tout plein. C'est des motivations qui sont conditionnées au fond par le culturel, par la famille, par l'ambiance, par les choses qui sont valorisées. Hein, c'est bon d'être ceci, d'être cela. Et ces motivations conditionnelles, eh bien, elles sont beaucoup plus friables parce qu'elles dépendent du résultat ou elles dépendent de la reconnaissance. Quand quelqu'un demande beaucoup de reconnaissance, c'est qu'il n'est pas dans ses motivations vraiment profondes et inconditionnelles, parce qu'il a besoin d'un miroir. Il n'est pas seul pour le plaisir de lui-même. Vous avez des chercheurs qui adorent chercher, qui à 60 ans prennent leur retraite, dit-on ici, et ils prennent leur retraite. Et vous leur posez la question, oh, moi j'ai une vie passionnante de chercheur, et qu'est-ce que tu as trouvé? Ah non, j'ai rien trouvé, mais c'était passionnant. Oui. Là, il est vraiment sur ses motivations profondes. Hein. C'est quelqu'un, voilà. Hein. Tandis que lorsqu'on attend des résultats et de la reconnaissance, lorsqu'on n'en a pas, c'est le genre de motivation qui se dégrade. Les burn-out viennent souvent de cela. C'est des gens qui ont tout misé sur leur motivation secondaire, hein, c'est bien d'être comme ça, etc., etc., alors que parfois on peut dénigrer ces motivations profondes. Un exemple, je suis né dans une famille d'entrepreneurs où c'est bien, il faut gagner, il faut être le meilleur, etc., et je n'entends que ça. Ben, c'est forcément mon mode de pensée, donc je vais dire 18 ans, 20 ans, ok, c'est chouette, il faut gagner, etc. Mais peut-être que dans mon tempérament profond, je suis du type philosophe. J'aime au fond prendre le temps. J'aime regarder des couchers de soleil, lire un livre au coin du feu, prendre le temps. Et si c'est ça ma nature, eh bien, avec ceci, je vais dire, mais celui-là, il glande là, il lit toute la journée, etc. Et en fait, c'est ma nature. Il y a plein de gens qui sont comme ça et qui sont en fait en dysfonctionnant par rapport à eux-mêmes. Et ça peut entraîner le burn-out, j'en ai marre, etc., etc. Hein. Et donc c'est important de pouvoir guider les gens à partir de leur motivation. Alors je ne pourrais pas rentrer dans le modèle, c'est un modèle assez qui est basé sur quoi? De nouveau, sur le calme, la fuite, la lutte et l'inhibition. Alors ça s'imprime dans les 4 premiers mois de la vie, dans les neurones des enfants, et c'est ce qu'on appelle le darwinisme neuronal. Il faut savoir qu'un enfant naît avec aussi des milliards de neurones, et que dans chaque neurone, il y a 100 000 connexions possibles. Eh bien, dans les 4 premiers mois, l'enfant perd 90% de ses connexions, parce qu'elles ne sont pas utilisées. Hein, c'est comme, je ne sais pas, vous allez dans la nature, vous voyez un chêne, ben les chênes produisent des quantités de glands. Ce n'est pas pour autant qu'il va y avoir des milliers de chênes. Non, il y a une sélection naturelle en fonction des circuits utilisés. Et c'est pendant les 4-5 premiers mois de la vie que plein de connexions se font à partir des émotions reptiliennes qui viennent se transplanter
dans le territoire préfrontal, en fonction de quoi? En fonction des plaisirs qu'ils auront vécus. Hein, donc, ils vont vivre. Oui, alors ça va m'amener trop loin parce que. D'accord. Hein, ok. Non, moi le cœur, c'est ça. Ok. Voilà. Mais c'est passionnant. Là aussi, il y a un bouquin. Il y a eu 2 ou 3 personnes qui sont arrivées en plus. Vous avez noté. Voilà. Ah oui, c'est à la nuit. On va y arriver, oui, on va y arriver. Et alors ça je vous le dis parce que c'est important, et ça c'est en France, on a fait une étude internationale, Canada, France, Belgique, sur 7000 salariés, et en France on arrive à des taux énormes de ce qu'on appelle l'hyper-investissement émotionnel, les surmotivations. Ce sont des gens qui sont super motivés face à vous, et en fait on pourrait confondre ça, ce type-là, ils sont motivés, eh bien... ils tournent comme ça en rond parce que leur motivation est totalement conditionnelle et elle est conditionnelle à la reconnaissance. Et en fait, vous pouvez le reconnaître lorsqu'il y a une forme d'anxiété de jamais en faire assez. Vous savez, cette petite anxiété de « ouais, c'est chouette, ouais, mais on pourrait encore faire ça comme ça et comme ça ». Et cette anxiété-là exprime en fait un hyper-investissement émotionnel qui, si il n'est pas alimenté par de la reconnaissance, et vous avez beau donner de la reconnaissance, il n'y en a jamais assez, jamais. Et à un certain moment, ça peut se transformer en amertume. C'est-à-dire, on devient amer. Ils sont tous des cons, hein, ou bien je suis nul. Hein. Et la communication authentique est essentielle. Il faut être authentique. Il faut pouvoir dire les choses. Il faut savoir que même les choses difficiles peuvent être dites et entendues. Les gens sont plus intelligents qu'on le pense. Moi, j'ai repris, je ne sais pas pour ceux qui ont entendu parler, l'usine Renault à Vilvoorde, là, le grand crash. Eh bien, c'est moi qui ai repris cette usine, un an après. C'était un désert, et donc j'ai repris la moitié de l'usine, c'est-à-dire 10 hectares, c'est pas rien, pour 1 franc symbolique, avec une obligation de créer 260 emplois nouveaux en 26 mois. J'ai créé 2-3 sociétés, j'ai embauché plein de gens. C'était une pagaille pendant les 6, 7, 8 premiers mois où j'ai engagé plein de gens alors que j'étais avec 25 hommes à moi. Et j'ai fait travailler, donc j'utilisais tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que la communication ouvrante et authentique, c'est mettre les gens devant leurs responsabilités, mais d'une façon humaine, intelligente. Et là, se révèlent les gens, même les ouvriers, etc. Mais on ne se rend pas compte de l'intelligence qu'il y a là derrière. Hein. En fait, les usines devraient marcher grâce aux ouvriers, pas avec des patrons qui viennent avec des stratégies. Non, eux, ils doivent avoir la stratégie du futur. Mais c'est les ouvriers, c'est les gens du terrain qui savent. Hein. Et trop souvent, ça vient d'en haut. Eh bien, ça ne marche plus dans une société comme la nôtre. Hein. Donc, back to the basic. L'intelligence existe partout. Mais tant qu'on la verrouille, ben, on ne va pas se mouiller, on ne va pas prendre de responsabilités. Et on croit qu'on travaille parfois avec des gens inintelligents. Mais non, il y a des capacités intellectuelles fabuleuses. Le tout est de les révéler. C'est pour ça qu'avec les patrons, je leur dis souvent, je vais vous apprendre, il faut ouvrir la boîte de Pandore. Hein, ils ont peur de ça. Parce que quand on ouvre... Bon, moi, quand j'ai fait ça, ben, j'ai eu 400 questions, 400 problèmes à résoudre en peu de temps. Et bien, je leur ai dit, ben, il y a 200 problèmes que je vais résoudre en vous donnant des solutions 10 par semaine. Vous allez attendre 20 semaines pour avoir des solutions. Et les 200 autres questions, je leur ai dit, moi, je ne sais pas résoudre ça sans vous. Et donc, je leur ai dit, créez un comité d'entreprise. Moi, je suis tout à fait ouvert à ça. Et puis, ils ont créé un comité d'entreprise. On a parlé. On est arrivé à des résultats que j'aurais jamais osé espérer.